Je vais laisser le soin à Marie-Soleil, notre chère employée très dévouée qui a travaillé fort dernièrement, de présenter Evelyne. Bien, merci pour cette présentation, Eric. Alors, Evelyne Charret, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une journaliste et animatrice. On peut l'entendre régulièrement à la radio, sur Ici Première, à la télé. Elle anime des magazines Chalet de la côte ouest et Celle et Diesel sur UniTV, ainsi que Clé en main sur Ici Art TV. Son dernier projet, Ciao Plastique, est un documentaire en 3 parties. Ce que j'ai compris, c'est qu'il va devenir un livre, donc diffusé sur Ici Explora au printemps. Ce printemps, en fait, c'est déjà publié. Est-ce que Oui. j'oublie quelque chose, Evelyne? Non, en fait, Ciao Plastique, la série documentaire est disponible sur tout.tv maintenant que c'est diffusé sur Explora. Puis oui, le livre s'en vient, là, ça va être au printemps prochain. Merci beaucoup pour l'invitation, Eric. Je trouve ça le fun d'avoir un petit peu plus de temps pour parler des solutions parce que je trouve que dans le documentaire, on a parlé beaucoup de la vie de famille, on a présenté les enjeux, mais on n'a pas parlé énormément de solutions. Parce que ce n'était pas un magazine sur les types de produits qu'on pouvait mettre de l'avant. Je trouve que ça a été seulement effleuré. Et merci beaucoup, Eric, de cette vitrine-là parce que tu me permets, puis Écosphère me permet d'aller un petit peu plus en détail. Je pense que les gens qui venaient me voir, les gens qui m'ont écrit, étaient très curieux de savoir très concrètement qu'est-ce qu'on change dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, comment on peut améliorer les choses puis diminuer notre consommation de plastique. Donc, c'est ce que je propose dans les 40 prochaines minutes. Là, ça va être très, très concret pour ceux qui ont des questions. Même, vous êtes les bienvenus à écrire dans le chat. Quoi que ce soit, là, si vous avez des interrogations ou si vous avez des objections, peut-être que votre expérience va être différente de la mienne, donc n'hésitez pas à intervenir. Donc, rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu le projet documentaire, c'est né finalement d'un désir de tester la patente, c'est-à-dire c'est un fantasme écolo de vivre sans plastique, un peu comme de vivre en autosuffisance alimentaire. On entend beaucoup ça, mais est-ce que c'est vraiment faisable? Surtout en famille avec 2 enfants, 2 parents qui travaillent, qui vivent en banlieue, une famille très, très ordinaire, là. Donc, on a décidé d'articuler le projet documentaire pas tellement sur un an. Finalement, ça a fait à peu près un an comme expérience, mais c'était surtout autour de moments charnières d'une famille que toutes les familles vont vivre, c'est-à-dire la rentrée scolaire, une fête d'enfants et des vacances en camping. Évidemment, on essayait de vivre sans plastique pendant tout ce temps-là, donc de retirer tout le plastique de la maison, tout le plastique qui était mobile dans un premier temps. On a tout mis dans un cabanon dans le fond de la cour. Puis, par la suite, on a essayé de vivre le mieux, au mieux qu'on a pu finalement, sans plastique. Nous, on était radicaux, on a tout vidé. Il fallait voir les boîtes s'empiler rapidement quand j'ai passé au peigne fin la salle de bain, la cuisine, la salle de jeu des enfants aussi qui était quelque chose. En fait, presque tout est parti. Évidemment, les enfants ont pleuré beaucoup, mais bon. C'était de courte durée, c'était correct. On leur a donné une coupe de jouets à la fin du projet. C'est sûr qu'on s'est buté à plusieurs objets qui faisaient partie des exceptions. Tous les objets pour notre santé et notre sécurité en plastique, on les a gardés. Je pense à mes lunettes. J'ai des lunettes de prescription. Je n'allais pas me passer de ça pendant le projet. Et par la suite, tout ce qu'il y a dans la maison, dans les murs, par exemple, je pense aux fils électriques, je pense au frigo, je pense à notre téléphone intelligent. On s'est dit, bon, jusqu'où on va? Il faut qu'on ait quand même quelques exceptions pour les objets qu'il nous faut pour vivre finalement. Puis, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé, nous, le mur de la honte, qui était finalement sur notre mur une collection de dessins, des dessins des objets qui contenaient du plastique qu'on a décidé de garder. Et là, je vous les passe en rafale. Ça fait un petit peu exposé oral de secondaire, là, mais restez avec moi, c'est correct. Alors, les sous-vêtements qui contiennent toujours de l'élastane ou des matières synthétiques, c'était comme impossible. L'aspirateur, je m'en suis passée pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai craqué parce que j'ai une vieille maison. Et les interstices dans le plancher, là, c'était tellement sale. Puis comme on a un chat, d'enlever toutes les poils dans le divan, c'était extraordinaire de faire ça après 6 mois. On a craqué pour l'aspirateur parce que le balai, on n'était plus capable. Les crayons, on s'est rendu compte que c'était très utile. Fait qu'on a gardé quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. J'ai appris qu'il y avait du plastique dans les boîtes de conserve. Pourquoi? Parce que les aliments qui seraient à l'intérieur
aurait un goût métallique sans cette fine particule, cette fine pellicule à l'intérieur des boîtes de conserve, une fine pellicule de plastique. Évidemment, à la rentrée scolaire, ça a été ma bête noire, un bâton de colle. Ma fille est rentrée à la maternelle cette année et combien de bâtons de colle il fallait sur sa liste des fournitures scolaires? 5 bâtons de colle. Je rappelle que ces bâtons de colle-là, on les finit rarement, ils finissent par sécher et on les fout à la poubelle où ils vont se décomposer, on espère, dans les 100 prochaines années. C'est ça. Évidemment, les souliers, les bottes, très difficile de faire sans plastique pour les bottes de caoutchouc qui sont maintenant en synthétique. Moi, j'avais des bottes de cuir avec semelle de cuir. Ça ne m'a pas gardé ben au chaud pendant l'hiver. Je l'ai fait pareil. Mes enfants, eux, ont gardé leurs bottes en plastique. Bien sûr, tous les appareils électriques, on a gardé, par exemple, notre grille-pain, nos lampes. On n'a pas pu faire sans, là, ça n'aurait pas été possible. Tout l'appareillage électrique de la maison, filaire, la tuyauterie, laveuse, sécheuse, évidemment. La sécheuse, on l'a moins utilisée, mais la laveuse, je ne retournerai quand même pas à laver mes vêtements à la main. Et tous les textiles de la maison, ça a été une grosse surprise pour moi. Je n'y avais pas pensé, mais tu sais, les divans, les coussins, les oreillers, les matelas, il y a du synthétique dans tout ça. Et ce qui est dangereux pour la santé, c'est, par exemple, les retardateurs de flammes bromés, certains produits chimiques également qui vont dans la fabrication du polyester ou des autres matières synthétiques qui entrent dans la fabrication, c'est ça, des matelas, des coussins, des toutous, de tous ces tissus, mais ces tissus synthétiques. Donc, une fois qu'on a écrit au fur et à mesure, en fait, qu'on a ajouté des dessins au mur de la honte, on a changé notre mode de vie vraiment radicalement. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le supermarché ne nous était plus accessible. Il fallait aller dans des boutiques un peu comme les Européens font, c'est-à-dire aller à la fruiterie, à la boucherie, à la poissonnerie, à l'épicerie zéro déchet où j'ai eu de très belles surprises. C'est-à-dire que même des produits préparés comme, je ne sais pas moi, des gnocchis, des pâtes alimentaires surgelées, on pouvait en trouver disponibles comme ça. Je vais y aller tout de suite avec des exemples très concrets de produits que j'ai adoptés pour troquer le plastique. Je vais commencer dans la cuisine. Ce qui a changé la vie de toute ma famille et surtout celle de mes fils, c'est les plats de Tiffin. Vous avez peut-être vu ça. Celui-là n'est pas étanche, mais il y en a d'autres qui le sont, avec à l'intérieur, celui qui est un peu mouillé, et des fois, il y a un petit peu de silicone ou de caoutchouc autour pour rendre les plats hermétiques. Je me sers de ça pour la boîte à lunch. C'est hyper durable. Évidemment, c'est un peu plus cher que les plats de plastique, mais qu'on finit par jeter parce qu'ils craquent ou encore ils ont été chauffés, ils changent de couleur, tout ça. Mon fils, ça fait 1 an et demi maintenant qu'il l'utilise, puis il n'est même pas cabossé encore. Alors, je suis très, très contente. Il y a aussi les déclinaisons en plus petits. C'est-à-dire, c'est des plats un peu comme on a, les plats de plastique finalement, mais ceux-là sont en métal. Ils se lavent bien, ils vont lave-vaisselle. J'ai que du bien à dire de ces plats-là. D'ailleurs, je me dis, c'est tellement durable, je ne vois pas comment on va pouvoir ruiner ça, là, contrairement aux plats de plastique, les plats Ziploc, Tupperware et autres. Là, je sais que ça peut durer très, très longtemps, mais on a tendance, en tout cas, j'avais tendance à acheter les plats à l'épicerie, les Ziploc à 6 $ qui vont durer 6 semaines, puis on finit par en racheter encore et encore et encore et encore. Donc, pour éviter tout ça, les plats en métal, c'est vraiment génial. On avait eu beaucoup de casse-tête concernant les épices, parce qu'on se disait, bon, ben là, quand on ouvre l'armoire à épices, on voyait qu'on avait des petits plats de plastique, des plats en verre, des couvercles en plastique, toutes sortes d'affaires. Finalement, on s'est rendu compte qu'à l'épicerie zéro déchet, on pouvait remplir nos plats dans des petits bocaux. Ceci dit, les bocaux de verre, on a vite touché la limite de ces bocaux-là parce que, comme nous, on a décidé d'éliminer tout le plastique. Ça veut aussi dire que pour la nourriture qu'on voulait congeler, bien, ça rendait ça un petit peu plus compliqué parce que, on va se le dire, le plastique dans le congélateur, c'est assez pratique, tu sais, ça ne va pas éclater. Tandis que même si on a gelé nos liquides dans des contenants en verre, dans des bocaux en verre couchés, puis qu'on laissait beaucoup de place pour l'air, parce que ça s'expand, évidemment. Il reste que quand on a dégelé une soupe une fois,
ben, le plat a craqué, donc il a fallu se débarrasser complètement du pot de verre. Une autre fois, ma fille a sorti un plat de restant, je ne me souviens plus ce que c'était, là, c'était une sauce quelconque, je pense que c'était peut-être des bines ou je ne sais pas quoi. Puis ma fille de 4 ans, 5 ans, elle l'a sorti du frigo, ça y a glissé des mains, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a explosé autour d'elle, donc il a fallu réparer le dégât. Heureusement, il n'y a rien arrivé à elle, mais je me disais, bon, c'est vrai que les plats de plastique, ils n'ont pas tendance à nous éclater d'en face comme ça, tu sais. Autre chose, si vous utilisez des bocaux, nous, on a oublié d'inscrire les dates de péremption sur certains produits, notamment les sauces piquantes. Et il y a une fois où, effectivement, la sauce piquante était beaucoup plus vinaigrée qu'au moment où on l'avait achetée. Alors, elle avait tourné, on ne l'avait pas vue. Donc, ça arrive. L'autre chose, c'est que si vous utilisez des bocaux comme ça, il peut y avoir de la moisissure qui se forme là, à l'intérieur des couvercles. Donc, être vigilant à ce niveau-là. Autrement, dans la cuisine, vous avez peut-être entendu parler des papiers cirés que vous pouvez faire à la maison vous-même. Moi, j'en ai reçu en cadeau. Cire d'abeille, ça fait la job, mais ça ne se lave pas super bien. Je vous le dis, là, il faut laver à l'eau tiède, pas à l'eau chaude parce que la cire s'enlève. Et puis, des fois, pour des huiles, par exemple, ça peut tacher. Donc, c'est sûr que il faut s'habituer puis savoir quel aliment placer à l'intérieur de ces papiers-là, mais ils sont très, très utiles. Vous avez peut-être déjà chez vous des sacs à collation avec zipper, avec velcro. Vous pouvez en faire avec vos propres tissus. Ils s'achètent des tissus plastifiés. Je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie là, pour les Ziploc. Sinon, j'essaie de regarder qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Le papier, c'est ça, le papier chez le boucher. Il y a 3 choses, en fait. La première chose, c'est qu'au boucher, à l'épicerie, des fois, il est possible d'avoir nos morceaux de viande emballés dans du papier ciré. Je sais que chez le boucher, moi, il était très content de me donner toutes mes pièces de viande, même les saucisses, dans du papier, comme autrefois, là, du papier rouge. J'arrive à la maison, puis ça se congèle comme ça, ou on peut garder là, quelques jours au frigo. Et à la fruiterie aussi, j'ai appris pendant le projet que certains fruits comme, je ne sais pas moi, les raisins qui arrivent de très, très loin, là, ils peuvent venir d'Afrique du Sud des fois, quand ils arrivent à l'épicerie, ils ne sont pas déjà emballés dans les petits sacs de plastique. Donc, vous savez, les sacs de plastique qui ont des trous, là, puis qu'il y a une glissoire. Ça, c'est emballé sur place au magasin. Donc, rien ne vous empêche, vous, en tant que consommateur, de demander au comptoir de la fruiterie si c'est possible d'avoir des raisins qui sont encore dans la caisse, de transport et pas sur le présentoir pour éviter d'avoir ces sacs de plastique parce que ça veut dire qu'à l'arrière, dans l'entrepôt, il y a des raisins qui sont nus finalement. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais plus on demande ce genre de choses, plus les épiciers ils vont entendre le message que c'est quelque chose qu'on veut. C'est sûr que pour nous, rendus à l'hiver, c'est un peu difficile de s'alimenter. Là, on était très, très limités, mais il est quand même possible là, d'avoir beaucoup de fruits et légumes frais, même s'ils ne sont pas emballés dans du plastique. Je vous encourage, entre autres, d'aller voir du côté des fermiers de famille. Je sais qu'Équiterre a un bon programme d'agriculture soutenu par la communauté où on peut avoir une livraison hebdomadaire de produits frais. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Non seulement on a un contact avec le fermier, un contact direct, mais en plus, on a des produits en saison, frais, et surtout sans plastique. Dans la cuisine aussi, ce qui a changé ma vie, c'est le cake vaisselle. Vous allez en trouver des recettes directement en ligne ou encore des produits dans les épiceries zéro déchet. C'est du savon vaisselle. Vous ne connaissez peut-être pas. Celui-là est parfum de citron. Il suffit de mouiller une brosse. Ça aussi, au lieu des éponges jetables, ça change la vie. Vous pouvez avoir celle avec un manche. Moi, je préfère ça. On rentre tout simplement à l'intérieur. Et ça fait la même chose. Ça mousse pareil, ça sent pareil, ça déloge la graisse pareil. Le cake vaisselle a vraiment changé ma vie. C'est extraordinaire. Si vous voulez, je peux vous en parler pendant 1 heure tellement j'aime le cake vaisselle. Mais je ne le ferai pas. Autre chose dans la cuisine qui m'a beaucoup interpellée, c'est le fameux silicone. Vous savez, il y a de plus en plus d'objets qui sont mis sur le marché, qui sont présentés comme étant écolo, une alternative au plastique, tout le silicone qu'on nous vend. Bon, il y a des avantages et des inconvénients au silicone.
Un des avantages, c'est qu'on utilise moins de plastique jetable. Je pense notamment, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on aurait en silicone? Ça, c'est un bon exemple. Les Ziplocs qu'on lave peut-être une fois ou deux puis qu'on finit par jeter parce qu'ils nous écœurent. Bien, ça, c'est un genre de Ziploc, si vous voulez, un sac refermable, mais en silicone. On peut les bouillir, on peut les mettre au congélateur. C'est vraiment présenté comme une alternative écolo. Le bémol, c'est que le silicone a les mêmes problèmes, entre guillemets, que le plastique. C'est-à-dire que c'est une matière qui vient d'une ressource assez abondante, qui est la silice, qui vient du sable. Mais une fois transformé, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit avec le silicone. Autrement dit, un silicone, c'est un moule à muffin, il va rester moule à muffin jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de recyclage possible, il n'y a pas de transformation possible. Et c'est sûr que c'est durable, sauf que, voilà, ce n'est pas biodégradable, ce n'est pas compostable non plus. Donc, voilà, on a un produit qui est chouette, mais qui ressemble beaucoup quand même au plastique. Maintenant, si ça vous tente d'opter pour le silicone, parce qu'il y a quand même des options intéressantes, il faut savoir qu'il y a 2 grades de silicone, du silicone alimentaire et du silicone de moins bonne qualité. Si vous utilisez pour la nourriture, un des trucs que Geneviève Saint-Amour de la boutique Écoloco m'avait donné, il suffit de pincer le silicone. Si vous voyez du blanc, ça veut dire que c'est un silicone de moins bonne qualité. N'utilisez pas pour la nourriture. Un vrai silicone de bonne qualité, de grade alimentaire, vous le pincez et il n'y aura pas de ligne blanche. Ça veut dire qu'il est de bonne qualité. Donc, le silicone, je me dis oui, surtout pour la coupe menstruelle qui est extraordinaire, pour des plats réutilisables, mais il faut savoir que ce n'est pas réparable, ce n'est pas recyclable, ce n'est pas compostable non plus. Donc, c'est peut-être un moindre mal. Il suffit d'en être conscient tout simplement. Les changements les plus radicaux dans ma famille sont venus dans la salle de bain. Et je pense que c'est vraiment les changements qui ont été les plus durables. Quand le projet a fini, on s'est mis à racheter certains aliments qui étaient dans des emballages de plastique. Je pense aux chips, entre autres, parce que mon chum, c'est un grand amateur de chips. Donc, on achète à l'occasion des chips dans des sacs qui ne sont pas recyclables et qui ne sont pas compostables, évidemment. Donc, dans la salle de bain, on a changé les shampoings pour des shampoings en barre. Les revitalisants pour des revitalisants solides, même chose. Et ce qu'on fait quand on est à la fin, tu sais, des fois, il reste encore des petits morceaux, on ne sait plus quoi faire avec. Il suffit de les mettre dans un de ces sacs, une de ces pochettes. On ferme, on trempe dans l'eau au moment de l'utilisation, puis on peut s'en servir comme un savon. Donc, ça a vraiment changé nos vies. Bien sûr, les brosses à dents en bambou, ça, c'est très facile. Pour ce qui est de la pâte à dents, vous pouvez trouver de la pâte à dents en vrac à l'épicerie zéro déchet ou encore de la pâte à dents solide. Bon, c'est un peu déroutant là, parce que c'est comme une gomme. Ça ressemble vraiment à de la gomme. Je vous montre. Alors, ça, c'est de la pâte à dents. Il suffit de le croquer et puis voilà. Vous croquez ça, vous mouillez votre brosse à dents, hop, vous le mettez dans votre bouche et ça fait exactement la même chose que de la pâte à dents. Ceci dit, c'est un petit peu déroutant quand même. Mes enfants n'ont pas été capables. Là. Mes enfants ont 5 et 7 ans, ils préfèrent la vraie pâte à dents, la pâte à dents qu'on peut facilement trouver à la boutique zéro déchet en vrac. Les mouchoirs, pas beaucoup de plastique dans les boîtes de mouchoirs, vous allez me dire, c'est vrai, mais si vous optez pour un mouchoir écolo, ceux-là sont ultra doux. Ça se trouve là aussi dans des magasins écolos en ligne ou encore à l'épicerie zéro déchet. Et ça permet. Mes enfants ont adopté ça tout de suite. Il suffit de les laver, on n'a pas besoin de les faire tremper. Et ça, Éric, on en parlait avant d'entrer en conférence, ça fait partie de ces objets que nos grands-parents utilisaient, oui. mais qu'on a oublié, qu'on a délaissé au profit du jetable. Mais ça, un mouchoir de poche, je me souviens que mon grand-père en avait tout le temps un dans sa petite poche en avant. Et ça se lave, ça se récupère, on peut l'utiliser encore et encore, puis je pense qu'on devrait tous le faire. Dans la salle de bain, également les loofahs. Et ça va vous sauver si vous avez des savons, surtout le savon à main là, pour se laver les mains rapido en barre. Vous savez, ils se vendent des petits porte-savons en bois avec des stries dedans. C'est bien, mais je trouve que c'est limité. Moi, j'ai préféré utiliser des loofahs pour quelques dollars. C'est une courge, imaginez. C'est une courge que vous coupez tout simplement. Vous coupez le bout qui vous tente. Vous pouvez vous laver avec, vous pouvez récurer la vaisselle avec. Mais moi, je les mets sous les savons pour qu'ils sèchent comme il faut. Parce qu'il n'y a rien de plus dégueu, je trouve, que de prendre un savon en barre qui est tout gluant. Puis
je sais pas, il y a encore du jus de main de mes enfants. J'aime pas ça. Fait que bref, j'aime ça quand ça sèche. Alors, les loofahs, je vous le recommande vraiment, vraiment beaucoup. Dans le garde-robe, c'est sûr que c'est difficile, surtout que la mode en ce moment est aux vêtements élastiques, aux vêtements confortables. Moi, j'ai été la seule dans ma famille à faire le projet jusqu'au bout, c'est-à-dire les vêtements, les cosmétiques. Je ne me suis pas maquillée pendant une année. J'ai troqué toutes mes crèmes pour des huiles. J'ai vraiment utilisé zéro plastique ou presque pendant tout ce temps-là. Et les vêtements, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi parce que quand j'ai retourné tous les chandails, les pantalons, les bas, je lisais les étiquettes et il y avait toujours ces produits, ces matières synthétiques que sont le polyester, polyamide, élastane, nylon, microfibre, rayon, viscose. Et pourquoi c'est dommageable? C'est que ces tissus-là, chaque fois qu'on les lave, ils émettent des microplastiques, des microparticules qui entrent dans l'eau, qui vont passer au travers du système des égouts des municipalités et vont se retrouver dans nos cours d'eau. Par ailleurs, le fleuve Saint-Laurent serait un des fleuves les plus pollués par les microplastiques au monde. Vous allez me dire pourquoi? Pensez aux Grands Lacs, tout le pourtour des Grands Lacs, du côté américain comme du côté canadien. On déverse nos eaux dans les Grands Lacs et les Grands Lacs se déversent dans le fleuve Saint-Laurent qui va aboutir dans l'océan Atlantique. Donc, le fleuve Saint-Laurent est un peu le conduit, un peu le passage finalement de ces eaux-là qui viennent de très, très loin, mais qui contiennent des microplastiques. On parle des microplastiques quand il y a moins de 5 mm de grosseur. Et ça, pour contourner ce problème-là, nous, on a installé un filtre à laveuse. Je rigole un peu parce que c'est imparfait comme solution. C'est une grosse patente. C'est très grosse de même. Ça coûte 200 $. C'est compliqué à installer. Et on a un petit sac en plastique qui récolte les eaux usées avant que ça se ramasse dans l'égout. Et il faut vider le sac à la cuillère là, à peu près toutes les maximum 10 lavages. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a récolté? Une espèce de petite boule grisâtre. Bien, il faut le mettre aux poubelles. Fait que c'est pas une solution parfaite parce qu'on remet ça à l'enfouissement. À l'enfouissement, cette petite boule séchée va se remouiller avec la pluie et va s'effriter, va probablement aller recontaminer le sol de ces microplastiques-là. Et qui sait si ça finira pas dans un cours d'eau éventuellement. Donc, c'est une solution qui est imparfaite, d'autant plus que le filtre a fait un backwash, si vous me pardonnez l'expression, mais on a un petit dégât d'eau une fois parce que le filtre était plein puis embourbé les tuyaux. Bref, on a du chemin à faire au niveau de nos laveuses, de filtration des eaux également. Donc, une des solutions, ce serait de laver moins souvent les vêtements en fibres synthétiques, d'éviter également le cycle délicat. Ça semble contradictoire parce que le cycle délicat est plus court, c'est vrai, mais le cycle délicat utilise davantage d'eau, donc les vêtements vont baigner plus longtemps dans l'eau, donc ils vont émettre davantage de particules. Il y a des tissus synthétiques qui sont pires que d'autres. Je pense entre autres à la laine, vous savez, la laine polaire, là, le polar qu'on aime tant. Les fibres sont brisées naturellement, c'est ce qui fait que c'est doux, cette texture-là. Eh bien, ces vêtements-là, particulièrement quand on les lave, émettent davantage de microplastiques que les autres. Donc, moi, je me suis habillée exclusivement avec des vêtements de fibres naturelles. Des fibres naturelles, c'est quoi? On a le coton bio, le chanvre, la laine, le lin, le tencel. Vous ne connaissez peut-être pas ça. C'est un tissu qui est fait à partir de pulpe d'essence de bois. Ça peut être du bois de hêtre ou encore du bambou ou de l'eucalyptus. Et à partir de ça, on fait une espèce de tissu très, très doux, très soyeux, très, très confortable. Donc, tencel ou lyocell, ça dépend de la marque déposée. Et ben voilà, ça a été plutôt inconfortable. Donc, je pense que les tissus synthétiques sont encore une fois un mal nécessaire. Ceci dit, nous, on a privilégié pas le neuf, mais l'usagé. Il y a des trésors qu'on peut trouver dans les friperies. Et je pense que quand on regarde notre garde-robe, récemment, j'ai refait le tri et je me disais, mais je pense que j'ai assez de vêtements pour m'habiller tous les jours différemment pendant au moins 1 an. Je veux dire, j'ai tellement de vêtements, puis on est tous comme ça. On en achète beaucoup parce que c'est pas cher. On se justifie en disant « Ah, ben tu sais, une autre paire de jeans, celle-là est à 50% moins chère. » C'est vrai, mais souvent, les vêtements qu'on achète nous durent moins longtemps. On a tendance aussi à les rejeter plus rapidement. Tout ça dans un cycle de consommation de plus en plus rapide. Et je pense que c'est une des choses qu'il faut revoir si on veut aider la situation.
Je ne parle plus de sauver la planète parce que ça, j'y crois plus. Enfin, dans la salle de jeu, ça aussi, c'est un gros défi là, pour tout parent qui nous écoute, là, les gugus à 1$. Là. Vous savez, quand on arrive au bout de la caisse, là, il y a toujours ces petits produits là, mignons, les porte-clés, les petites lumières. Et ça, les enfants, ils ne résistent pas. Et les parents, souvent, on craque parce que, bon, c'est 2$, ça fait rire, c'est rigolo, je ne sais pas quoi. Mais c'est ce genre de petits produits qui sont tellement pas nécessaires, ces petits gugus qui vont finir dans des tiroirs et qui, au bout d'1 an, 2 ans, quand on finit par faire le ménage, vont prendre le chemin de la poubelle parce que c'est sûr et certain que c'est pas recyclable. Donc, maintenant, dans ma famille, c'est interdit les autocollants qui sont souvent plastifiés, les brillants, les crayons feutres, c'est plate, hein? Mais les crayons feutres, là, il faut les renvoyer à la compagnie qui peut peut-être les recycler, mais ce n'est pas dit que ça va être recyclé. Les crayons de bois font très bien l'affaire. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser ça. Bref, peut-être que vous me trouvez radicale, mais c'est comme ça chez moi maintenant. On a retiré aussi les bidules, les gugus, mais on a ressorti les Legos parce que les Legos, c'est des objets qui sont encore utiles dans leur fonction principale. Hein? C'est-à-dire c'est fait pour faire des petits blocs, des petites constructions. Et ces Legos-là qu'on a, nous, c'était les Legos de mon chum quand il était enfant. Mon chum a 43 ans. Donc, on se dit, voilà un produit qui est fait pour durer et qui est encore utilisable dans sa fonction principale. Pourquoi pas utiliser des Legos? Donc, on a ressorti les Legos au grand plaisir de mes enfants et aussi les livres. On s'est rabattu beaucoup cette année, dans cette année-là, sur les livres de toutes sortes. Puis on s'est rendu compte que finalement, notre façon de nous divertir pouvait être simplifiée, puis on n'est pas moins heureux, finalement. Évidemment, pendant le projet Ciao Plastique, c'était presque impossible pour nous de magasiner en ligne. Pourquoi? Ben, tout simplement en raison du papier bulle, de ces bulles d'air. On sait pourquoi, parce que quand il y a un produit qui est envoyé, il n'y a pas toujours une boîte qui va épouser parfaitement le produit qui est envoyé. Donc, il faut utiliser une boîte un peu plus grande pour éviter que le produit s'endommage. On va mettre du papier bulle, on va mettre toutes sortes de padding autour pour que ce soit envoyé et que ce soit surtout reçu en un seul morceau. Donc, pour nous, on n'a pas commandé en ligne. Et quand on pense que Amazon, en 2019, a livré 3,5 milliards de colis dans le monde, mais ça, c'était avant la pandémie. J'ai hâte de voir les chiffres pour 2020 parce qu'on est nombreux à être retournés en ligne pour s'approvisionner en toutes sortes d'affaires. Ça fait beaucoup de petites boîtes, ça fait beaucoup de pollution de transport et surtout, ça fait beaucoup de papier bulle quand on y pense. Donc, magasiner en ligne, c'est sûr que ça peut être inévitable dans certains cas, mais si vous pouvez vous rendre dans une boutique, surtout une boutique proche, pourquoi pas le faire? Maintenant, sur le pouce, comment éviter le plastique? Apportez vos propres ustensiles. Ça peut paraître fou, mais avec l'entrée en vigueur là, des interdictions de certains plastiques à usage unique, comme les pailles, les ustensiles et les contenants à usage unique, ça va être en 2021, 2022, quelque part au Canada. Donc, amenez vos propres ustensiles, puis ce sera aussi bien comme ça. Je voulais glisser un mot, je vois qu'il me reste une dizaine de minutes. Sur le recyclage. Le recyclage est beaucoup mis de l'avant par le gouvernement fédéral. Ça fait partie des orientations. On veut améliorer le recyclage. Je pense que c'est louable parce que, visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre recyclage, étant donné qu'on a à peine 10 % de tout le plastique qui est recyclé dans le monde. Donc, je pense que le recyclage, c'est vraiment une solution de dernier recours. On ne fait que reporter l'inévitable. Quand on y pense, on a une bouteille de plastique qu'on va réutiliser quelques fois, 1 fois, 2 fois, 3 cycles, 6 tout au plus. Et par la suite, qu'est-ce qui va advenir de ce plastique-là? Éventuellement, il va être enfoui ou il va être revalorisé au niveau énergétique, mais il reste que le plastique va finir quand même quelque part dans l'environnement, dans un site d'enfouissement ou ailleurs. Donc, on ne fait que reporter. Quand on pense que tout le plastique qu'on a produit est encore là, est encore quelque part, on se dit, OK, il faut réduire. Et c'est vraiment ça, je pense, la clé, ce n'est pas le recyclage. Il faut refuser le plastique. Il faut réutiliser le plastique. Il faut réparer, parce que ça se répare le plastique, avec la chaleur, entre autres. On peut réparer certains plastiques. Il faut repenser notre façon de consommer. Et en tout dernier recours, recycler le plastique. C'est clair, en tout cas, qu'il y a de l'amélioration à avoir. On peut mieux rincer les produits. Au niveau de la conception, on pourrait utiliser une seule résine plutôt que d'avoir un bouchon d'un certain plastique puis la bouteille d'un autre plastique.
pourquoi pas simplifier. C'est sûr qu'il y a de l'amélioration, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. En conclusion de projet, je me suis rendu compte que jeter ne me fait plus de sens. Je veux dire, on va jeter, par exemple, le sac dans lequel nos fruits congelés étaient pour acheter un autre sac refermable qu'on va utiliser pour le congélateur. C'est fou quand on y pense. Les lingettes jetables, on peut utiliser un torchon. Les cotons-tiges jetables, mais on a-t-il vraiment besoin? Il faut prêter, je pense, attention à la fonction et non pas à l'esthétique. C'est-à-dire, si on a un contenant, je ne sais pas moi, le contenant, je ne sais pas moi, c'est un petit pot, mais le couvercle est brisé. Est-ce qu'on a besoin de le jeter? Non, peut-être qu'on va avoir besoin d'un bol pour quelque chose. C'est sûr que ce n'est pas Instagrammable, là, on s'entend, c'est pas cute. Mais la fonction qu'on recherche, on a certainement un objet à la maison qui peut remplir la fonction qu'on cherche à ce moment-là. Il y a autre chose aussi en fin de projet. Je me suis rendu compte que le plastique, je pense qu'on a une perception du plastique qui est peut-être erronée. Tu sais, on le voit vraiment comme quelque chose de nécessaire, d'utile. Puis c'est vrai qu'il est très utile, le plastique, mais il provient de matières, de ressources qui sont finies. Je veux dire, le pétrole, le gaz naturel, on ne sait pas quelles sont les réserves mondiales. On ne le saura jamais. On va le savoir quand on va toucher le fond. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de siphonner, de pomper les ressources pour créer des matières qu'on jette. C'est une matière qui est finie, c'est une matière qui devrait être rare quand on y pense et qu'on devrait utiliser avec parcimonie, avec respect et surtout qu'on devrait payer à son juste prix. En ce moment, les produits de plastique coûtent 3 fois rien. C'est la raison pour laquelle on en trouve partout. Mais pourquoi? Parce que l'industrie pétrochimie, elle est subventionnée par le gouvernement canadien. Parce que c'est une industrie qui a énormément d'argent. On ne paie pas pour la ressource. C'est un peu comme l'eau, finalement. On ne paie pas pour l'eau. On paie pour l'embouteillage de l'eau. On ne paie pas vraiment le bon prix pour le pétrole. S'il fallait payer vraiment le réel coût du pétrole, du plastique, de la production du plastique, ce serait plus cher que ce que c'est là. Ça coûte. Comment ça se fait qu'on produit quelque chose à partir d'une matière qui est finie, une matière qui est rare? On l'utilise une fois et hop, on le balance à la poubelle et qui sait combien de temps ça prendra pour se décomposer, si ça se décompose un jour. Donc, je pense ma perception, en tout cas, de la matière a beaucoup évolué au cours du projet et beaucoup aussi depuis le début de cette pandémie. Parlons-en de la pandémie de COVID-19, des restrictions imposées par la santé publique. Pour moi, ça a été un révélateur de la fragilité de nos consensus. On a changé d'opinion en 6 mois. On avait un consensus là, au mois de janvier. C'était clair que le plastique était à bannir, que les plastiques, je ne sais pas moi, les sacs de plastique, par exemple, c'était horrible, qu'il fallait accepter les plats réutilisables. Et là, boum! Au mois de mars, arrive la COVID-19, arrive cette crise de santé publique et là, les tasses de café ne sont plus acceptées, les plats réutilisables ne sont plus acceptés. On retourne aux sacs de caisse jetables et on a cette fausse impression que le plastique est en train de nous sauver. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on retourne en arrière alors que c'est pas prouvé que le plastique est mieux que le carton. Le plastique, on ne sait pas si le virus va vivre moins longtemps sur le plastique que le carton ou qu'une autre matière. Et je vois vraiment ça comme un rapport amour-haine avec le plastique. On adore le plastique parce que c'est malléable, ça ne coûte pas cher, on peut faire plein de choses avec. Mais en même temps, on l'haït parce qu'on voit bien les amoncellements là, qui augmentent, on voit bien la pollution, on voit bien la faune qui est empêtrée dans tout le plastique qu'on jette dans les océans. Donc, on voit qu'il y a un problème, mais on ne peut comme pas s'empêcher d'utiliser cette matière-là. Donc, moi, ce que je suggère, très, très humblement, c'est une approche pragmatique, c'est-à-dire au cas par cas, évaluer la nécessité du plastique, chercher des solutions et marteler, je pense, le message que il faut commencer par la sobriété, c'est-à-dire consommer moins, consommer mieux. Et vraiment, quand on a le choix entre quelque chose avec plastique ou sans plastique, il faut éviter le plastique à tout prix. Je ne parle pas du plastique essentiel dans la tubulure des médecins. Là. Je parle, nous, en tant que consommateurs, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, c'est-à-dire d'exiger des produits, des services qui sont exempts de plastique quand c'est possible de le faire. Donc,
en tout cas, quand c'est possible de le faire, ça ouvre une parenthèse parce que là, c'est vrai que les entreprises peuvent dire oui, mais c'est absolument nécessaire que mon concombre soit dans l'emballage de plastique. C'est vrai, parce qu'autrement, la peau trop fragile du concombre anglais arriverait à l'épicerie endommagée, abîmée. Les consommateurs n'en voudraient pas. Mais ça met en lumière un autre problème. Pourquoi on a un souci de perfection en tant que consommateur? Il faut absolument que ma pomme soit parfaite pour que je l'achète alors que je vais en faire de la compote. Hein? Il y a comme un non-sens et une rééducation, je pense, en tant que consommateur. C'est-à-dire peut-être qu'on ne devrait pas exiger la perfection. Peut-être qu'on ne devrait pas non plus changer des choses. Je pense, là, je vais loin, mais tu sais, la rénovation, on a toujours le besoin du neuf, du beau, du renouveau, mais tout ça a un coût. Puis en ce moment, on ne paie pas le juste coût de tout ça. Et je pense que le plastique en est un très, très bon exemple. Donc, voilà. Si vous souhaitez replonger dans l'aventure, Ciao Plastique, c'est un projet qui a des ailes maintenant, qui vit sur plusieurs plateformes. Donc, d'abord, le Ciao Plastique, la série documentaire où il y a beaucoup d'informations sur l'histoire des plastiques, pourquoi les plastiques ont pris autant de place dans nos vies. Et on a décidé vraiment dans le documentaire de parler à peu près tout le monde qui a un point de vue là-dessus, c'est-à-dire des courtiers en recyclage, des producteurs de sacs de plastique. Vous savez, ceux qui font les sacs de caisse puis qui ont fait du lobbying pour que les sacs de plastique ne soient pas bannis. Bien, on a rencontré ces gens-là, des gens qui travaillent au niveau de l'éco-conception, de la gestion des matières résiduelles, du cycle de vie également, parce qu'on parle beaucoup de l'économie circulaire. Ça peut fonctionner, mais dans certains cas, ça fonctionne moins bien. Pourquoi? Bref, vous aurez une autre conférence là-dessus, je suis certaine, à la foire Écosphère. On a parlé, bien sûr, à des militants, on a rencontré d'autres familles. Donc, c'est vraiment un portrait très large de la situation du plastique ici au Québec, au Canada aussi, avec des emplois très, très importants dans le secteur. Donc, je pense que le plastique est inévitable dans certains domaines, mais notre champ d'activité, notre champ à nous d'action en tant que consommateur s'élargit de plus en plus. Et je pense qu'il faut faire les bons choix pour nous et les générations suivantes. Ciao Plastique est également en balado sur l'application audio de Radio-Canada. Et puis, je suis très fière de vous dire qu'au printemps, il y aura donc un livre, c'est un peu ce que je vous ai présenté avec des images, avec des explications, un guide de survie pratique avec tous ces trucs, ces astuces qu'on a trouvés au quotidien pour éliminer ou en tout cas réduire l'utilisation du plastique dans nos vies. Ça va aussi s'appeler Ciao Plastique et ce sera publié aux éditions de l'Homme. Ça s'en vient, je pense, le 31 mars 2021. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était beaucoup d'informations, je te jure que j'en ai appris beaucoup, moi aussi. Tant mieux. Ben ouais, c'est bon. Juste une petite parenthèse en passant, Amazon, les retours, as-tu vu le documentaire là-dessus? C'est incroyable. La plupart des retours, c'est tout jeté, c'est pas réparé, c'est même pas revendu. Oui, c'est détruit. En fait, on détruit de la marchandise qui est tout à fait utilisable, qui pourrait servir à quelqu'un, mais c'est la gestion de tout ça qui est tellement compliquée qu'on préfère pilonner, on préfère détruire plutôt que de réutiliser. C'est un gaspillage sans nom, mais qu'on ne voit pas, donc on n'est pas conscient, tout à fait. On l'est de plus en plus, heureusement. Puis les petits gadgets, tu vois aussi que tu achètes à côté des caisses enregistreuses, ça vient tout de Chine aussi. Donc, l'empreinte écologique est très importante. Donc, bravo à tes enfants d'avoir arrêté d'acheter, de pousser sa mère à acheter ce produit-là. On avait une question de Sergio. Il se demandait, lui, où elle, j'imagine. Donc, les poils de Teflon, déjà que le Teflon, c'est cancérigène aussi. J'ai déjà entendu dire ça dans le passé. Complètement, oui. On peut les recycler, les réutiliser, etc. Je suis sûr que non. Mais... Non, nous aussi, on a maintenant une poêle de fonte. Une poêle, il me semble que c'est en aluminium, mais effectivement, le Teflon est à éviter en raison, évidemment, des risques pour, je pense que c'est cancérigène quand c'est chauffé, mais on s'est rendu compte que c'est une forme de plastique aussi. Je pense que c'est je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais que c'était une forme de plastique, donc on a décidé, nous, de l'écarter complètement. Est-ce que c'est recyclé? Je ne penserais pas. Vous pourriez regarder dans votre éco-centre. C'est peut-être possible d'avoir
ou encore TerraCycles. Je ne sais pas si vous connaissez ce site web. C'est une compagnie qui est privée, qui est aux États-Unis, mais qui met sur pied des programmes de retour, notamment avec Crayola, par exemple. Vous savez, tous les crayons feutres, vous pouvez les retourner, soit bureau en gros, et c'est en partenariat avec TerraCycles, TerraCycle. Et ils ont toutes sortes d'autres de campagnes de retour. On peut acheter des boîtes, par exemple, pour les bouchons. Vous savez, les bouchons qu'on met dans les oreilles en construction, notamment. Vous pouvez les garder, les retourner. Ils vont trouver des recycleurs. Donc, il est possible pour certains items. C'est étonnant, en fait, mais même les souliers, on peut retourner ça à TerraCycles, puis eux vont trouver, quand ils vont voir le volume, ils vont trouver un recycleur. Ouais. Donc, ce seraient mes 2 pistes là, pour vous. Il y a Recycle Québec aussi, qui a une application où ça va. Ouais. Si je n'en ai pas sûr, parce que de ville en ville, il y a des matières qui sont recyclées ou non. Donc, ça peut aller. Comme justement, on a une question sur le styrofoam. Que dire du styrofoam? Ah, que dire du plastique numéro 6? C'est notre ennemi, bien sûr. Le problème avec le styromousse ou le plastique numéro 6, c'est le polystyrène expansé quand il est en mousse. Le polystyrène a très peu de matière, c'est-à-dire qu'il faut très peu de plastique pour faire du styromousse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'air, ce qui fait que c'est si léger. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que le styromousse est difficile à récupérer parce que, bon, quand on le met dans le bac de récupération, il va s'effriter, il va se mélanger à d'autres matières. Il y a surtout que le styromousse est très léger, donc il faut un grand volume pour pouvoir le recycler. Donc, il faut énormément de styromousse pour pouvoir en faire finalement très peu de matière. Ceci dit, il y a 2 recycleurs au Québec qui font du recyclage chimique. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle PyroWave, si je ne me trompe pas, et eux vont utiliser des micro-ondes pour réduire, briser la chaîne et réduire le tout à sa composition d'origine. Donc, ça, c'est des recyclages qui sont intéressants. Le problème, c'est la cueillette. Moi, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir, un peu comme les cloches de verre, d'avoir des dépôts de styromousse. Donc, au lieu de le déposer dans le bac de recyclage, au lieu de le mettre à la poubelle, ce serait bien de pouvoir le reprendre d'une certaine façon plus organisée parce que tout le monde le reconnaît, le styromousse. Maintenant, le penchant non expansé, le polystyrène est utilisé pour un paquet d'affaires. Je pense au plat de margarine, les petits plats de yogourt. Il y a beaucoup des emballages. Vous irez regarder là, dans votre cuisine après. Là. Virez les plats, les emballages à l'envers. Si vous voyez le plastique numéro 5, c'est du polystyrène. Donc, effectivement, c'est très utilisé parce que il ne coûte pas cher, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de matière. C'est très léger, donc on aime ça le transporter. Ça ne coûte pas cher à transporter. Le problème, c'est que c'est très difficile de récupérer cette matière-là, de recycler, d'en faire quelque chose de nouveau. Donc, je pense que si on pouvait, on l'éviterait. Mais quand j'ai parlé à des gens, notamment en alimentation, ils me disaient que c'est vraiment le meilleur plastique pour conserver la viande, entre autres. La viande ne va pas se dégrader dans du polystyrène, mais dans d'autres plastiques, et surtout le carton, on oublie ça. La viande va se dégrader, elle ne sera pas conservée aussi longtemps. Donc, malheureusement, je pense que le styrofoam, le styromousse, le polystyrène va être encore utilisé pendant longtemps. Bien oui, hein? Ouais. Il y a Éric Bellavance qui demandait comment puis-je voir le documentaire. Je pense que tu l'avais dit tantôt. Oui, bien sûr. C'est disponible sur tout.tv, donc sur le site de Radio-Canada où on a du contenu francophone de plusieurs chaînes. C'était diffusé sur Explora, mais maintenant c'est disponible, les 3 épisodes sur tout.tv. Puis il y a Sergio encore qui dit qu'il y avait des gens qui découpaient le styrofoam, qui le mettaient dans leur bottes, dans le fond de leur bottes. Ah oui, quelle bonne idée! Ben oui, pourquoi pas? Moi, je trouve qu'on devrait être plus créatif avec nos matières parce que franchement, là, on jette un paquet de trésors quand on y pense. Donc, on pourrait réutiliser pour d'autres usages. Encore une fois, regardez la matière selon sa fonction, selon le rôle que cette matière-là peut jouer, plutôt que, ben voilà, c'est une barquette, je ne peux pas utiliser pour rien d'autre. Tu sais. On avait des vieux plats de styromousse et moi, j'en ai fait des je vais vous le montrer, bougez pas. Voilà, vous m'excuserez, là. Alors, j'ai replanté mes plants. Je ne sais pas si ça va marcher, là, mais c'est mes plants de fraises qui étaient à l'extérieur. J'ai décidé de les replanter, mais ça, c'est du styromousse. J'ai fait des trous en dessous. Donc, ça peut être un pot. Pourquoi pas? Je veux dire, tant qu'il va être
même s'il est un petit peu usé, je veux dire, comme je vous dis, je trouve qu'on pourrait être plus créatif dans ce qu'on utilise, comment on l'utilise en tout cas. Si vous avez des bonnes idées, là, je suis vraiment preneur. Vous m'en donnerez des nouvelles. Yes, ben écoute, un gros merci, c'est vraiment génial. On a appris beaucoup. J'en ai une autre. Attendez. OK. Vous pensez aux craies en cire d'abeille? C'est une bonne idée. On a trouvé de la pâte à modeler en cire d'abeille. Justement, je pense que c'était au salon Zéro déchet en 2018-2019. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, mais il faut le réchauffer, par exemple. Elle était quand même froide, puis il fallait la réchauffer avec les mains ou même au four. Mais les craies, j'avoue que c'est une bonne idée. Je vais me mettre là-dessus. Merci, vraiment. Il y a une autre personne qui disait les toiles de piscine à bulles pour protéger son jardin du froid, des choses comme ça. Le papier bulle, oui, c'est ça. Le seul ennui, c'est qu'on accumule tellement de produits à l'intérieur. Moi, je ne jette plus rien. Là, vous devriez voir. Je reçois, bon, parce que je suis journaliste quand même dans la vie, on m'envoie beaucoup de livres en service de presse. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup d'enveloppes papier bulle. Donc, moi, je compte éventuellement les réutiliser. J'enlèverai tout simplement l'adresse. Mais j'accumule beaucoup de choses. Donc, pour les gens qui n'ont pas nécessairement de maison, un sous-sol, un bureau, un garage, où est-ce qu'on accumule tout ce stock-là? Donc, c'est encore mieux si on peut stopper les intrants. Donc, on accumule ou on se débarrasse. On n'a pas le choix parce qu'on n'a pas assez de place. Donc, en tout cas, il y a vraiment toute une réflexion, je trouve, à avoir sur notre consommation en général, sur ce qu'on laisse entrer et comment on peut réutiliser les objets. Les toiles de piscine à bulles, là, un abri tempo avec des toiles publicitaires de plastique. Pourquoi pas? Mais c'est ça. Encore une fois, c'est pas très instagrammable. Je trouve qu'il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on tente de nous vendre des objets très beaux pour nous inviter à consommer moins. Donc, on va nous vendre, par exemple, un beau sac en toile. Un beau sac en toile, celui-là, je l'ai eu en promo, mais on va nous vendre ce sac-là, on va l'acheter alors qu'on a déjà des sacs très, très réutilisables à la maison, des sacs de plastique de notre dernière emplette à l'épicerie ou à tel magasin où on n'avait pas notre sac. Ce sac-là, il n'y a rien qui nous empêche de le ramener dans un autre magasin. Même des sacs de pain, par exemple, vous savez, ces petits sacs très, très fins, il n'y a rien qui nous empêche d'aller chez le boulanger avec ce sac-là. Il va être heureux de remettre sa miche dans le sac qu'on lui a apporté. Mais nous, on préfère avoir le beau sac qui est propre, qui n'a pas de graines dedans. Donc, on nous invite vraiment à consommer plus pour consommer moins, alors qu'on a à la maison quelque chose qui pourrait très bien faire l'affaire. Et ça, je pense qu'il faut en parler parce que tout le mouvement zéro déchet est très joli. On met sur le marché de plus en plus de beaux produits. Je reviens avec la joke Instagram, mais c'est ça. Mais le vrai zéro déchet, il n'est pas très beau, il est un peu magané, il est un peu poqué parce qu'il a servi plusieurs fois et il a connu plusieurs vies. Mais je pense qu'il est temps de revaloriser ça. Ouais. Ouais. Écoute, un gros merci, c'est vraiment apprécié. Merci de ton temps. On a appris beaucoup. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se rencontrer en vrai un jour. Un jour. On va se serrer, on va dire bonjour. Ouais. C'est sûr. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. Puis merci Bravo beaucoup pour pour ta les questions. réalisation. Merci. Merci. À bientôt. Bye bye.